revoir. On va passer aux questions-réponses. Général, toutes sortes de questions alors. Voilà. Alors, je ne sais pas si Gonzalo de Luna est toujours parmi nous. Sinon, je vous chargerai de répondre, Monsieur Galacteros. Caméra fermée. Ah oui, feu de Gonzalo, excusez-moi. Donc, on avait une question concernant les critères de sévérité d'une drépanocytose. Quand parle-t-on de maladie sévère? Sur quels critères? Le nombre de crises, les complications, l'âge? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. La première chose, c'est sous-entendu par la question, ça ne coule pas de source. La deuxième chose, c'est que ça peut changer avec le temps. Mais quand je dis changer, dans un sens comme dans l'autre, qu'il serait vraiment dangereux de vouloir étiqueter définitivement tel ou tel patient comme ayant une maladie sévère ou pas. Et donc, la sévérité, elle est parfois tout à fait circonstancielle. Moi, j'ai connu des périodes horribles pour certains patients pour des raisons purement psychologiques, dans des syndromes post-traumatiques, dans des deuils, dans un certain nombre de choses comme ça, où ils entraient dans des périodes infernales de crise sur crise. Ça a duré 2 ans, 3 ans, et puis, pouf, d'un seul coup, plus rien. Et la drépanocytose est redevenue calme. Donc, il faut faire attention à ça. Mais cela étant dit, c'est vrai qu'objectivement, le nombre d'hospitalisations pour crise douloureuse est un critère de sévérité, tant d'ailleurs pour la médecine que pour le patient. Le fait d'avoir absolument besoin, de façon requise, d'un programme transfusionnel est quand même un critère de sévérité. Alors, c'est un critère de sévérité dans l'absolu, mais pas pour le patient, puisque à partir du moment où le programme transfusionnel fonctionne bien, il entre au contraire dans une période de calme relatif par rapport à sa maladie, par rapport à l'objectif thérapeutique. Donc, vous voyez, voilà, il n'y a pas de critères absolus. On a cherché également des critères en génétique pour essayer de voir s'il y avait des particularités génétiques qui permettaient de distinguer les patients très souvent atteints par les crises et d'autres beaucoup moins souvent. Je parle uniquement dans le groupe des homozygotes pour la drépanocytose, SS, et on n'a pas réellement trouvé. On a trouvé des facteurs qui modulent l'expression de la maladie, mais pas réellement. C'est pour ça, je crois qu'il faut garder à l'esprit que la drépanocytose, effectivement, c'est une question complexe qui fait interagir énormément d'éléments environnementaux et personnels, autant que structurels, génétiques ou organiques, etc. Par exemple, le pourcentage d'hémoglobine fétale, on en parle beaucoup. C'est clair que plus on a d'hémoglobine fétale, plus on a de chances d'avoir une maladie raisonnablement sévère, moins sévère que d'autres. Mais ce n'est pas un absolu du tout. Il y a des patients qui ont plus de 20% d'hémoglobine fétale, ce qui est un chiffre très élevé, et qui malgré tout font crise sur crise. Donc, vous voyez, l'analyse de la sévérité est quelque chose d'assez compliqué, et toutes les tentatives qui ont été faites sur des groupes importants de patients ont débouché sur des vérités qu'un enfant de 6 ans aurait pu énoncer, quoi. C'est grave parce que c'est grave. Bon, merci docteur. C'est une belle explication. Et donc, il faut chercher à un peu plus loin que ça, que simplement sur les données. Est-ce qu'il y a un ulcère de jambe? Est-ce qu'il y a une atteinte rénale? Est-ce qu'il y a une atteinte cardiaque? Est-ce qu'il y a ceci, cela? Tout ça, c'est des éléments qui jouent un rôle dans la sévérité, mais qui ne sont pas des déterminants absolus, univoques. Il y a toujours une grande variabilité, à la fois personnelle et dans le temps pour la personne, interpersonnelle et intrapersonnelle. C'est comme ça, c'est une maladie comme ça. Il faut l'accepter. Voilà, on ne peut pas faire des catégories
facilement. Ok. On avait des questions donc dans le fil de discussion qui sont sorties lors des présentations de Madame Koyak-Bellé et votre présentation de la filière. Donc, il y a eu des questions sur la mise à disposition des présentations de la journée d'aujourd'hui. Ce sera disponible via le site FMDT et via la chaîne YouTube de l'association. Donc, les présentations pourront être retrouvées via ces liens. Je vous promets d'envoyer le bon fichier cette fois, pour éviter que je sois responsable de luxation des vertèbres cervicales. Et est-ce que vous savez si la présentation sera accessible via le lien de la filière? Pourquoi pas? C'est pas. J'y ai pas réfléchi, mais pourquoi pas. Ok. Donc YouTube. Merci YouTube. Il y avait des questions concernant votre intervention, Monsieur Galacteros. Vous avez parlé au cours de la présentation de la filière de formation. Formation essentiellement professionnelle, mais vous pourrez peut-être en dire plus sur la formation concernant les patients. Adiarata et Lucie Blanche avaient des questions. Est-ce que vous pourriez préciser ces formations, à qui elles s'adressent, comment elles se déclinent? Alors, il y a des soutiens. Quand on nous demande un soutien et qu'on peut le faire, on soutient les formations à l'éducation thérapeutique, par exemple, jusqu'à parfois subventionner certaines formations. Ça nous est arrivé. On préfère privilégier que l'éducation thérapeutique soit soutenue par les agences régionales de santé, dont c'est le rôle, qui doivent payer pour ça. Il faut que les demandeurs fassent des dossiers, tout ça, c'est parfois compliqué. Ça, c'est au coup par coup, on peut dire. Et on fait dans la mesure de nos moyens, parce qu'ils ne sont pas infinis, loin de là. Mais à côté de ça, le ministère nous a alloué une cinquantaine de mille euros pour lesquels on a fait un appel d'offres qui a permis à différents groupes de soumettre des projets qui ont permis d'être grâce à ça, ils ont été subventionnés. Et je pense que cet appel d'offres devrait être récurrent et ça devrait permettre à la filière de façon répétée, ça fait déjà le deuxième épisode, et que ça va continuer chaque année, j'espère, de pouvoir financer des formations. Par exemple, il y a un domaine crucial pour la drépanocytose qui est le Doppler transcrânien qui permet de voir la qualité, la circulation dans le cerveau du patient. Eh bien, il faut former les investigateurs à l'utilisation de ces sondes très spéciales, en pédiatrie ou pour les adultes, qui permettent de voir à l'intérieur du cerveau la façon dont le sang circule. Et ça, c'est absolument crucial pour prévenir et empêcher la dégradation vasculaire cérébrale et les accidents vasculaires cérébraux. Ça marche très bien, il faut former les gens. Donc, on a subventionné la formation. Donc, une des questions, c'était de savoir si ces formations étaient accessibles à tous les centres, compétences, constitutifs. On attend les demandes et les appels d'offres. Ok. D'ailleurs, si on fait quelque chose. Ça dépasse peut-être les questions posées, mais est-ce que vous pouvez dire deux mots de ce qu'on peut proposer dans la filière pour la formation des patients? Enfin, formation. Le diagnostic, il est commun avec les associations, et je pourrais donner la parole à la présidente, parce qu'elle a son mot à dire là-dessus. Bien entendu, il faut que nos patients, et un certain nombre de patients, soient des interlocuteurs particulièrement pertinents. Pourquoi? Parce que les patients et les associations de patients doivent interagir avec les pouvoirs publics, avec les agences du médicament, avec la Haute Autorité de Santé, avec les ARS, avec les MDPH, etc., etc. Et pour ça, il faut qu'ils aient les connaissances de base suffisantes pour pouvoir bien argumenter leurs demandes au-delà de ce qui est leur compétence de base, c'est-à-dire être patient ou de famille de patients, que personne n'a à leur apprendre, ils le sont. Mais au-delà de ça, pour discuter avec les autres, il faut qu'ils soient formés. Il faut former les aidants
aussi, alors il y a des programmes pour ça qui vont se développer pour les personnes qui sont amenées à s'occuper de patients drépanocytaires qui ont besoin d'être aidés, ne serait-ce que les enfants, par exemple, les parents, donc. Et d'autre part, également les membres d'associations. Mais là, ce serait une formation un peu différente qui leur permettrait de mieux comprendre les données générales de la pathologie pour mieux agir en termes de membres associatifs. Voilà. Bon, tout ça, ça fait beaucoup de travail. Il faut prendre du temps, il faut prendre les outils, créer les outils aussi. Bon, certains existent, d'autres non. Donc, il y a encore pas mal de pain sur la planche. Merci. Mais Madame la Présidente doit intervenir. Oui, rebonjour à tous. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait le professeur Galacteros, aujourd'hui, on a la chance aussi, via la filière, de se voir proposer des formations, par exemple des formations en entretien thérapeutique du patient. D'autres organismes comme le ROVSEC proposent aussi ces formations-là. On a aussi la possibilité de faire, comme j'ai pu le faire moi, des formations complémentaires en tant que parent expert en maladies rares. Toutes ces formations-là nous permettent effectivement, en tant que présidente, d'être au plus près, en fait, au niveau de l'accompagnement des patients et familles de patients, de pouvoir aussi co-construire, comme je l'ai expliqué dans la présentation, au sein des hôpitaux, avec les médecins référents, des programmes ETP adaptés et ciblés aux patients drépanocytaires et thalassémiques. Donc, ça a une vraie utilité, un vrai intérêt, et ça se développe de plus en plus aujourd'hui, de pouvoir former au sein de nos différentes antennes plusieurs patients experts ou parents aidants experts pour justement, comme le disait le professeur Galacteros au préalable, mieux accompagner et aussi savoir aussi mieux répondre quand nous avons des actions à mener auprès du grand public ou des pouvoirs publics. Merci. Je voudrais vraiment tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est majeur, à plein d'égards. Et nous, les médecins, vous savez, on nous écoute, mais en même temps, on se méfie de nous, parce qu'on est des grands dépensiers, on nous voit comme ça dans le pouvoir public. Hein. On se demande quel est l'intérêt de ce zigoto, là, qu'est-ce qu'il veut, voilà, tout de suite, on pense à autre chose que ce qu'il dit. Donc, voilà, il faut apporter une parole qui soit supposée être celle du vrai terrain, si je puis dire, c'est-à-dire les patients et les familles. Et ça ne s'improvise pas, hein, il faut apprendre à faire ça. Et j'en profite pour dire que les associations, elles ne sont vraiment considérées par les pouvoirs publics que quand elles ont un nombre d'adhérents significatif. Et je fais vraiment un appel à tous les patients qui nous écoutent là, adhérez aux associations. Même si vous n'y faites strictement rien, adhérez parce que ça fait nombre. Et le nombre est un point capital dans l'écoute que les associations auront ou pas des pouvoirs publics. Donc, pas d'exception, adhérez. Tout à fait. On a 2 questions de retours et remarques de soignants. Donc, Sylvie qui a un commentaire. Donc, Sylvie, infirmière ressources douleurs au CHU de Clermont-Ferrand, qui remarque qu'on parle beaucoup de douleurs aiguës, mais que les personnes drépanocytaires peuvent présenter des douleurs chroniques et qu'il est important de développer une prise en charge multimodale sur le plan de la douleur. Et aussi une question de Julie qui est en Citaférèse dans un grand centre et qui demande s'il y a des formations pour les infirmières qui prennent en charge les patients drépanocytaires et qui souhaiterait élargir un peu ses compétences avec peut-être des formations théoriques. Et on n'a plus que 2 minutes. Cette dernière question, je demanderais bien au docteur Caroline Makowski de répondre.
Pour la dernière question, les formations pour les infirmières, effectivement, notre centre s'est engagé dans une formation à la Citaférèse, mais je crois que c'est pas de ça dont Julie a besoin. Accessoirement, c'est vrai à Grenoble, on a une démarche de formation des infirmières qui ne connaissent pas très bien la drépanocytose pour justement ouvrir un petit peu des perspectives techniques et d'approche du patient. Donc on a développé un module qui sera bientôt en 2023 en formation continue au CHU de Grenoble, qui est destiné effectivement à s'ouvrir à toute personne enthousiaste. Mais c'est vrai que au-delà de la formation que nous on peut proposer à Grenoble, c'est vrai que c'est une question, je pense que pour tous les intervenants, tous les professionnels de santé qui gravitent autour de la drépanocytose, j'entends les sages-femmes, les kinés, les assistantes sociales aussi, également les psychologues qui ont vraiment besoin d'une formation théorique à la drépanocytose. Pour l'instant, j'ai l'impression que notre structuration avec la filière n'est pas encore mature pour pouvoir proposer une formation filière à ces intervenants. En revanche, ce qu'on peut conseiller, c'est de se rapprocher des personnes qui ont fait la démarche. Donc on est l'un des centres, mais surtout que les personnes se rapprochent de leur référent drépanocytose, soit adulte, soit pédiatrie, parce que en fait, c'est le travail du référent. Et puis, c'est dans l'intérêt du référent aussi de sensibiliser ses collaborateurs, parce qu'un référent drépanocytose, il fait rien tout seul. En fait, il a besoin de tout le monde, de tous les intervenants soignants et des patients également. Donc peut-être simplement une piste, c'est créer des ponts les uns entre les autres et créer des contacts. Moi, je voudrais signaler qu'il y a eu une autre centre, enfin au moins un, parce qu'il y en a plusieurs autres, qui se sont lancés dans cette formation des personnels, en particulier à Necker, Madame le docteur Joseph fait ça de façon assez active, et puis dans d'autres domaines plus pédiatriques, en l'occurrence, Marianne de Montalembert, elle organise aussi toutes sortes de formations, un peu en fonction des besoins. Et donc, il faut souligner que c'est sur Paris, Paris, ça reste Paris, hein, mais il faut que ça soit ailleurs qu'à Paris, mais à Paris, ça existe. Entendu. Je crois qu'il est l'heure de mettre fin à la séance questions-réponses. J'avais juste une note. Une personne a demandé où se procurer la carte d'urgence et de soins. Donc, c'est des documents qui sont distribués par la filière aux professionnels de santé. Donc, il faut s'adresser à son professionnel de santé. Et s'il n'a pas connaissance des documents de la filière, lui demander de rentrer en contact avec la filière. Je crois que... et donc, Yolande qui a un commentaire concernant les douleurs chroniques. Certains centres réfléchissent à des traitements alternatifs renvoyés à Necker, à l'équipe douleur, docteur Joseph, donc, que vous venez de citer. Oui. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter la question d'Eugène concernant les plaquettes, parce que c'est un vaste sujet et qu'on n'a plus le temps. Désolée, Eugène Pierre. Mais il y a des programmes de recherche sur ce sujet, en particulier à Toulouse. Voilà. Merci à tous. Je suppose que c'est l'heure de manger maintenant. Et la suite de la journée se continuera à 14h. Je suis désolé de ne pas pouvoir poursuivre avec vous parce que j'ai une réunion, une RCP importante sur le diagnostic qui commence en début d'après-midi. Et donc, j'étais très content d'être avec vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir. Hey, c'est parti pour la course des héros, il est 8h11, je suis en compagnie de Mario. Hello. Qui va aussi courir. Donc voilà, on a la tête dans le cul, mais let's go. Du coup, je suis arrivée au parc Saint-Cloud et je suis à la recherche du stand, il y a un T-Rex, on sait pas pourquoi. Du coup, je suis à la recherche du stand de l'assaut. J'ai trouvé le stand et j'ai mis le t-shirt. Voilà,
Il pleut un peu, mais je pense que ça va le faire. Merci à tous. Bonjour à tous et déjà bravo à tous d'être là, de représenter les associations. Allez, on descend. On reprend comme au début. Non, non, on a joué. Il a baissé les coups. Ne vous inquiétez pas, effectivement vous trouverez comme instantanément et pour que enfants, parents, tous ceux qui sont sur cette planète puissent avoir le sourire grâce aux causes que vous défendez. À vous! Le décompte tous ensemble, attention! 6, 5, 4, 3, 2, 1, C'est parti pour la course des héros. On démarre. 6 km. Il a bien plu en début de course, là ça s'est calmé donc heureusement. Allez, à toutes. 1 km. Prends de côté, obligé de marcher pour récupérer. Il y a une montée de ouf. Oh my god, c'est la deuxième montée là. Ça pique, mais on lâche rien. Ouh. Troisième kilomètre. On arrive à la petite pause. Boire un petit peu d'eau. Petite vue sympathique au kilomètre presque 5. On est à la fin du kilomètre 4 là. Kilomètre 5. Encore un. C'est de la descente donc ça va. Je vais faire gaffe parce qu'il y a plu donc ça glisse. Mais c'est cool. Ça va. C'est la dernière ligne droite. On y est presque. Bientôt la fin, la ligne d'arrivée. C'est parti. Tout est dans la tête, on lâche pas. La ligne d'arrivée. Et voilà. Done. Voilà, je viens de passer du coup la ligne d'arrivée. 6 km de fait. Merci à vous. Merci à vous pour les dons. Parce que c'est grâce à vous du coup que j'ai eu mon dossard. Donc c'est cool. Du coup retour au stand. Juste là, le checkpoint. On se désaltère, je récupère avec de l'eau. On s'hydrate bien. Je suis rouge comme une tomate. Oh là là. Mais c'est fait, je suis trop contente. Trop fière. Et comme d'hab, comme tous les ans, ça fait vraiment plaisir. Et là c'est encore mieux parce qu'on est de retour en présentiel. Donc il y a tous les stands, il y avait vraiment l'engouement de la course. Donc c'est vraiment cool. Je suis épuisée. Mais c'est bien. C'est de la bonne fatigue. De quoi reprendre des forces là. On mange. Voilà, fin de course avec tout le monde réuni ensemble. Il y a Hollande, Mélissa. Il y a tout le monde. Il manque qui? Il manque ma petite chérie, la plus forte des héros. Regardez, il y a la Miri Warrior Telia qui a couru. Elle a couru comme une championne. Bravo. Hello. On est avec Marion, la resta. Et on vient de terminer. On a terminé. Moi j'ai fait 6, elle a fait 10. On est des putains d'héros quand même. Hein. Vraiment. On a couru pour nos assos du coup. Voilà. Hello, du coup je suis grave contente d'avoir participé à la course des héros. Bon, je ne suis pas inscrite, en tout cas l'année prochaine je promets de m'inscrire, de courir. Moi je suis une arnaque, vous savez déjà. Je ne cours pas, je marche, c'est déjà ça. Voilà, bisous. Coucou les warriors, aujourd'hui on est à la course de héros. Donc voilà, je suis accompagnée de mes amis. Donc j'ai pas couru, mais j'ai marché. Voilà, c'est déjà bien. J'ai marché 6 km. Et toi t'as marché combien? J'ai couru. Ah oui. Il a couru. Avec le dossard de feuilles. Ah. Donc voilà, c'était super. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre, tout ça, partager pour la cause et tout, ça me fera plaisir. Et on sera là l'année prochaine. C'est ça, à l'année prochaine.
Salut à tous, moi c'est Lucie Sona sur Insta et je suis venue à la course pour soutenir tout le monde parce que j'ai pas couru mais je suis venue supporter la team Prépavaria et voilà, c'était vraiment un plaisir et j'espère qu'on sera encore plus nombreux l'année prochaine. Bye. Bonjour tout le monde, moi c'est Marianne, je suis dans l'association SOS Globy et aujourd'hui pour la course des héros, je suis contente parce que j'ai couru les 6 km et donc je vous invite à tous à nous rejoindre, on espère être plus nombreux pour l'année prochaine. Allez, peace. Hello, c'est Anto, je suis à la course SOS Globy. Je suis venue suivre les coureurs, ça a marché, tous ceux qui sont mobilisés pour la drépanocytose. Je suis super contente d'avoir pu assister à l'événement. Soutenez SOS Globy, toutes les associations. Force à toi et Lucie, ça m'a fait plaisir de te revoir. Gros bisous à tous. Coucou. Bon ben voilà, ça y est, c'est terminé. On a passé une superbe journée pour la course des héros. On a couru combien de temps? Combien la distance? 2 km. Et c'était super, voilà. On est super contents. Merci à vous de nous avoir permis de participer à cette course parce que c'est grâce à vos dons, grâce à vos encouragements, etc. Donc voilà. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, tu lèves la tête? On ne voit pas avec la casquette. À bientôt. C'était très génial. Et voilà, c'est terminé, j'ai fini, je suis en train de rentrer chez moi, donc voilà, mon petit dossard en souvenir. J'espère que la vidéo vous aura plu et que l'année prochaine peut-être on vous verra au Parc Saint-Cloud pour nous donner de la force ou pour courir avec nous. Voilà, n'hésitez pas à checker ça, les réseaux, venez me follow, likez la vidéo, commentez, donner de la force, ça fait toujours plaisir. Bye.